Bonjour, 16e journée de championnat, match du jour Monaco-Nantes, évidemment. Un retour sur la Coupe d'Europe, c'était mercredi, enfin jeudi pour Marseille. Et comme toujours, les plus beaux buts des autres matchs. Regardez, celui-ci n'est pas mal. Ça ne va pas fort au PSG qui a décidé de se mettre au vert et à l'abri des curieux. Ça tombe bien, Christian Vella est journaliste, donc curieux. Un reportage poignant de Frédéric Jaillant sur Chris Hemming. Vous ne le connaissez pas et pourtant il fait beaucoup parler de lui en Angleterre. Vous comprendrez pourquoi. La deuxième division, ce sera le choc Puiseaux-Louhans-Sochaux. Et bien sûr, d'autres surprises. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Téléfoot. Et on voudrait nous dédier ce Téléfoot à un monsieur qui nous a quittés cette semaine. C'était un homme bien, il aimait beaucoup le sport et le football en particulier. C'était notre ami Lino Ventura. Et oui, il le regardait à la télévision avec les Charentaises, mais également, il mettait les souliers à crampons, il paraît qu'il se débrouillait très très bien. On commence tout de suite avec la soirée européenne, les clubs français. Qui va piano va sano et qui va sano va lontano. Qui va doucement va sûrement et qui va sûrement va loin. Si l'on en croit le match de Lillestrøm où Bordeaux a joué piano, Bordeaux gagnera la Coupe d'Europe, ce qui, cela dit, reste dans le domaine du possible. Bien sûr, il y avait une pelouse détestable. Bien sûr, il faut un certain réalisme en Coupe d'Europe. Cela dit, à trop vouloir calculer, les Bordelais ont bien failli se faire piéger, puisqu'à l'arrivée, les deux actions les plus dangereuses ont été norvégiennes. Attention, à trop vouloir aller piano. Marseille a réalisé un super match contre Split, mais supposons, alors que le score est de 0-0, que les Yougoslaves négocient un peu mieux cette action. Vous imaginez la bronca dans le stade de Vélodrome. Le football, ça se joue souvent à peu de choses et il faut que le public marseillais le comprenne. Voyons maintenant, grâce à l'ordinateur, le nombre de duels et délimitons le terrain en 4 parties. Marseille attaque ici en allant vers la droite. Zone 1, donc dans le secteur de Belle. 58 gagnés, 41 perdus, c'est bien. Zone 2, 50 gagnés, 49 perdus, là c'est kiff-kiff. Zone 3, les Marseillais se baladent, 59 gagnés, 40 perdus. Zone 4, enfin 49-50, c'est une très bonne moyenne, puisque nous sommes dans un secteur où la défense est censée prendre le dessus plus ou moins régulièrement. Donc c'est dans la zone 3 que Marseille s'est imposé le plus facilement, c'est-à-dire de la ligne médiane à 25 mètres des buts adverses. L'OM est évidemment en position offensive le plus souvent. D'ailleurs, vous avez remarqué, je suppose que c'est précisément dans cette zone 3 que Forster a fait la différence avant de donner ce premier but à Jean-Pierre Papin. Un détail intéressant dans la zone 4, 49-50 donc, mais sur le côté gauche de la zone 4, 15 duels gagnés et seulement 3 perdus. Là aussi, souvenez-vous, c'est grâce à une action de Leroux, partant du côté gauche, que Diallo a marqué le deuxième but. L'OM est redoutable sur le côté gauche avec ses 3 gauchers, Gingini, Domergue qui joue pour une fois du droit et bien sûr Klaus Allofs en super forme actuellement. On retrouve encore 2 de ces messieurs, Gingini et Allofs pour le 3e but. Nous sommes encore un peu sur la gauche. Et pour le 4e but, marqué par Alain Giresse, pas d'ordinateur, pas de chiffres, le talent, point final. Voilà, on jetait des pierres à ces mêmes joueurs il y a un mois. Certains mettaient même en doute les capacités de Gérard Banide et Michel Hidalgo à la même époque. Aujourd'hui, ce sont des dieux. Demain, ce seront des nuls. Après-demain, des dieux. Ensuite, des bons à rien. Messieurs les supporters de l'OM, pas d'excès SVP. Les soirs de victoire, faites la fête. Les soirs de défaite, réagissez en gentleman. Il faut être gentleman et ne pas oublier non plus que cette équipe d'Hajduk Split, avec son remarquable meneur de jeu, le numéro 10, Hazanovic, était privée de 5 joueurs. On ne l'a dit qu'une dizaine de fois dans la semaine, alors que l'on a signalé à 400 reprises, j'ai compté, les absences de Passy, Durand et Marsico à Toulouse. Mais ne tombons pas non plus dans l'excès inverse. Sans être chauvin, Toulouse ne s'est pas trop mal débrouillé. Marianne Macron. Entrée discrète des artistes à 2 heures du match. On prend l'air, la pression. Les anciens décontractent les plus jeunes comme ils le peuvent. Bergerot au milieu de la classe biberon, à droite Pavon, 19 ans. À gauche, Michael Debève, 16 ans et 10 mois. 2e titularisation en équipe pro dès la Coupe d'Europe. Ça rappelle Paganelli chez les Verts. Costume noir pour oiseaux de mauvais augure. Les Allemands patientent aussi, comme ils le peuvent. Enfin, 20h30, changement d'ambiance et délicate première balle d'entrée pour Michael Debève, et très souvent il choisira la passe en retrait. Lors des premières attaques de Toulouse, on cherche systématiquement Yannick Stopira, cette fois-ci par Tarantini, une seconde fois par l'intermédiaire de Debève. Dans ces cas-là, on cherche toujours la tête. Premier réflexe, on a essayé de jouer aérien. Bon, je crois que c'est peut-être l'absence de 2 milieux de terrain offensifs, notamment Marsico et Passy. On a essayé de sauter les lignes puisque
on n'avait pas de créateur au milieu de terrain et on a essayé de sauter donc cette ligne pour se créer peut-être un peu de profondeur et puis avec une déviation essayer de trouver Dominique Rocheteau. Enfin, je crois que c'est peut-être une certaine forme d'impuissance puisqu'il manquait quelqu'un au milieu de terrain. Le milieu de terrain New Look du TFC se laisse surprendre par le milieu allemand. Rolf, le capitaine, lance Schreier sur la droite. Il dévale le terrain, tire et marque. Dur fin de mi-temps avec ce but allemand. La deuxième commencera par un changement conséquent. Tilly, défenseur, laisse sa place à Espanyol, le seul Toulousain de l'équipe. Debève, du coup, passe à l'arrière. Ça rééquilibre le côté gauche. Le premier quart d'heure, c'était très dur, on était deux, c'était toujours trois sur le côté, il fallait se mettre par rapport à eux. Espanyol est rapidement efficace. Là, il va relayer avec Stopira qui, lui, peut rapidement démarquer Desperou. Tir cadré. Et surtout, le 1-2 suivant amènera l'action du but. Un 1-2 avec Pavon. Il lance Rocheteau dans la surface de réparation. Faute sur Rocheteau. Et évidemment, le penalty. Il va être tiré par Tarantini. But et égalisation. Toulouse ne s'en sort pas si mal. Je crois qu'on a réalisé un match correct avec les moyens qu'on avait. C'est-à-dire qu'on a essayé de se bagarrer. On a fait peut-être plus une bagarre physique que technique, mais je crois que ça, c'est peut-être les moyens qu'on a en ce moment. Suite de la Coupe d'Europe maintenant avec les plus beaux buts et notre maintenant traditionnel Tour d'Europe. Cette fois-ci, c'est Rui Barros qui l'exécute, Madjer qui conclut et Porto qui mène à l'extérieur 1-0 à la 58e minute. Les 10 dernières minutes seront madrilènes. C'est tout d'abord Hugo Sanchez qui accompagne dans les buts de Mlinarzik un ballon amené par son attaque, un but partout et dans les dernières secondes de la partie, Sanchis de la tête donne une victoire étriquée au Real. Mais ça sera dur dans 15 jours à Porto. Moins de spectateurs, mais beaucoup d'ambiance tout de même à Neuchâtel, qui recevait le Bayern de Munich, qui a peut-être fait un complexe de supériorité devant l'équipe suisse. C'est une erreur, surtout lorsqu'une équipe est entraînée comme celle-ci par l'un des meilleurs d'Europe, Gilbert Gress. Premier but par Luthi à la 30e minute pour Neuchâtel. Égalisation à la suite de ce corner pour le Bayern par Lothar Matthäus à la 47e minute. Mais 3 minutes plus tard, eh bien c'est Suter qui va sauter plus haut que Jean-Marie Pfaff. Il peut pourtant céder des bras. Donc coup de chapeau à Suter et à Neuchâtel qui l'a emporté 2-1. Au match retour, allez savoir, avec un Gilbert Gress, il y a plus d'un tour dans son sac. On enchaîne maintenant avec quelque chose de curieux. Le gardien Darus qui tire, vous avez vu un penalty contre Benfica, il va vite se replacer. Le gardien de but de Benfica, lui, dans le même temps, a dégagé au plus vite. C'est la panique. Là, il a l'air d'aller un petit peu moins rapidement. Le gardien de but au maillot bleu, Darus. Et finalement, ils s'en sortent bien. Score final 0-0, la coupe des coupes maintenant. La Haye contre les Young Boys de Berne, avec dès la 3e minute, un but de De Rode pour la Haye qui joue à domicile, 1-0. Pendant 1 heure, le score va rester à 1-0. Et puis à la 62e minute pour les Young Boys de Berne, c'est Zuffi qui égalise. Un but partout. Mais finalement, les Néerlandais remporteront de justesse ce match grâce à Boer. 71e minute, 2-1. Mais à Berne, les Young Boys peuvent se qualifier. Hambourg et son coach, Josip Skoblar, a bien des problèmes. Ils ont bien des problèmes. Beaucoup de casse en championnat. Et là, ce n'est pas mieux à domicile en Coupe d'Europe contre l'Ajax. L'Ajax tenante du titre qui l'a emporté 1-0 à Hambourg. C'était un but de Meijer à la 52e minute. Johan Cruyff passera l'hiver au chaud. Maintenant, la Coupe de l'UEFA. Avec des images du sombre mercredi qu'a connu le football italien et notamment la Juve, battue par Panathinaikos à Athènes grâce à un but de Saravakos marqué dès la 6e minute.
Bon, là, on peut parler de demi-surprise, mais que dire de la victoire finlandaise de Turku à San Siro contre l'Inter de Milan, avec ce but fantastique, c'était dans le sommaire d'Altonan à la 11e minute. Ce n'est pas terminé pour l'Italie. Non, c'est pas terminé. Le Milan AC, terrain suspendu, jouait à Lecce et Zubilaga marque pour l'Espagnol de Barcelone le premier but à la 40e minute, soit juste avant la mi-temps. Deuxième but de Pichi Alonso juste après la mi-temps. Et après Mönchengladbach, l'Espagnol pourrait bien éliminer le Milan AC. Et l'on passe sans plus tarder à la 16e journée du championnat première division. Vous savez que Nantes, depuis sa victoire à domicile contre Marseille, ce fameux 5-0, eh bien, multiplie les bonnes performances à l'extérieur comme à domicile. Mais là, il y avait un test bien délicat. C'était à Monaco, le leader. Match du jour. On voit tout ça avec Yves Kupfermac et Frédéric Jaillant. Coïncidence. Dans les buts nantais, David Marot, 23 ans, 23 matchs en première division, formé à l'INF Vichy. Coïncidence car il y a 4 ans, nous l'avions rencontré à l'INF, déjà pour Téléfoot. L'INF de Vichy est une école très dure et très intéressante à la fois, qui nous permet, moi comme beaucoup d'autres, de parvenir à une carrière professionnelle. C'est ton rêve? Oui, c'est un rêve depuis tout jeune. Ton modèle, c'est qui? C'est Jean-Luc Ettori, là, que j'ai accroché au-dessus de moi, qui est aussi un ancien élève de l'INF de Vichy. Coïncidence car hier soir, pour la première fois, il jouait contre Jean-Luc Ettori. Hier soir, déjà? Hier soir. Tu as pris ça au sérieux alors? Bien sûr. Oui, j'ai appris, Frédéric, que j'étais le modèle de David. Je suis assez flatté, je dirais. Et puis, bon, j'espère que ce soir, je ne vais pas le décevoir, que je ne prendrai pas de but. On verra, retrouvailles dans quelques moments sur le terrain. En attendant, voici la courbe du classement de Monaco cette saison. En dehors de la première journée où Monaco fut 4e à la différence de but, cette courbe est en fait une ligne droite. Depuis la 2e journée, Monaco est premier. On n'a plus le droit de décevoir, alors que Nantes, qui est parti, qui a pris un départ plutôt laborieux, a cet avantage sur nous de grimper petit à petit. Nous, on est au sommet, il faut arriver à s'y maintenir et c'est pas facile pour nos joueurs. À présent, la courbe des Nantais, parti de la 19e place. Il passe par la 12e après 3 journées, mais il rechute. 17e, 8e journée. Alors le déclic, Marseille est battu à Nantes 5-0, début de série, les Nantais alignent 6 victoires et 1 nul, les voilà 2e. Je pense que vaincre toujours quelque chose qui est devant, c'est intéressant, alors que quand on s'installe en tête, il y a des moments où on a tendance à se relâcher parce qu'on y est en tête. Alors challenger, je préfère rester jusqu'à la dernière journée et la dernière journée être le premier. Moins de 9000 personnes pour une rencontre entre les deux premiers du championnat. On se demande bien qui pourrait attirer la grande foule au stade Louis II. Dès la 4e minute, la première occasion est nantaise avec ce centre de Philippe Anziani, Johnston en retrait pour Vercotteren et bon arrêt de Jean-Luc Ettori. Plus long à se mettre en route, les Monégasques s'installent peu à peu dans le camp nantais. Nous sommes à la 10e minute, dégagement de Brasigliano sur Ferrage qui combine avec Mej, bon contrôle en pleine course et tir contré par Koumouaré. C'est un corner que tire l'anglais Glenn Hoddle. On retrouve Jean-Marc Ferrage, mais cette fois David Marot dévie le ballon qui sort à nouveau en corner. Nous sommes toujours dans la continuité, deuxième corner de Glenn Hoddle qui va récupérer le ballon sur le côté droit, cherche la meilleure solution et finalement adresse une superbe ouverture qui trouve Luxonor pour le premier but monégasque. 11 minutes de jeu, Monaco mène 1-0 grâce à un très beau geste de son arrière droit qui en taclant reprend le ballon de volée. Un peu de chance tout de même puisque ce ballon lobe Marot légèrement avancé. Sur leur lancée, les Monégasques ont encore une occasion 6 minutes plus tard sur ce tir de Jean-Philippe Rohr repoussé par Marot. Contrairement au match précédent, les Nantais n'arrivent pas à poser leur jeu. Il faut dire que le pressing de Monaco est remarquable. Il explique cette mauvaise passe de Vercotteren. Amoros récupère, donne à Hoddle qui sans regarder lui remet dans la course. Mais Marot intervient in extremis. Amoros-Hoddle, un duo qui fait merveille. Les deux hommes se trouvent presque les yeux fermés, comme le prouve ce double 1-2 à la 40e minute. Ponctué par un tir puissant de l'arrière gauche monégasque que Marot détourne une nouvelle fois.
À la mi-temps, Monaco mène toujours 1-0, mais ne relâche pas sa pression, monopolisant comme en première période le ballon au milieu du terrain. 55e minute, on va retrouver le duo Amoros-Odell, mais cette fois c'est Amoros qui ouvre sur son meneur de jeu, qui manque de très peu sa reprise. 8 minutes plus tard, Monaco est toujours à l'attaque avec Claude Puel qui donne latéralement. Ouverture instantanée d'Amoros, les jaunes marquent un temps d'arrêt, croyant au hors-jeu de Ferrage qui marque le deuxième but de Monaco. Et ils ont tort les Nantais, la preuve, cette image arrêtée au départ de l'ouverture d'Amoros, Ferrage est couvert par Koumboiré. Monsieur Rideau, l'arbitre, a donc parfaitement raison de valider ce but de Monaco. 2-0, tout va bien pour le leader qui aurait pu inscrire un troisième but à la 70e minute si Marot n'avait sorti le grand jeu pour s'interposer sur ce tir de Puel. Et au lieu de l'emporter très largement, les joueurs d'Arsène Wenger vont rester jusqu'au coup de sifflet final sous la menace d'un retour nantais, car à la 74e minute, les jaunes réduisent l'écart par Johnston sur ce centre d'Amis. Score final 2-1 pour Monaco qui mérite très largement son succès. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. Si Luxenor est l'homme de ce match, ce n'est pas seulement parce qu'il est l'auteur d'un but superbe. Grâce à sa technique au-dessus de la moyenne pour un défenseur, il a souvent porté le danger devant le but de Nantes. Intraitable en défense, remarquable contre-attaquant, on comprend pourquoi Henri Michel l'a appelé en équipe de France. Et il est probable qu'on l'y retrouvera très prochainement, en dépit d'un match moyen face à la Norvège. Luxenor, vous semblez vraiment en pleine confiance en ce moment. Tout à fait, je crois que la sélection m'a donné plus confiance en moi, je me sens bien et en plus Monaco marche bien, donc tout va pour le mieux. David, bon retour et puis merde pour la suite. D'accord, pas te décourager, pas de défaite qui remet tout en cause. Ouais, bien sûr, on va réagir face à Cannes la semaine prochaine. J'espère pour vous. J'espère que nous on ira gagner à Nice. Voilà, suite de la 16e journée avec Bordeaux, l'équipe des années 80 contre Saint-Étienne, l'équipe des années 70, envoyé spécial, le capitaine des années 70, Jean-Michel Larquet. Bordeaux-Saint-Étienne, match sans round d'observation. On joue depuis 50 secondes, Sivebaek effectue une remise en touche. Les Girondins récupèrent le ballon, Bijot tape pour Vujovic qui échappe au tacle de Dimitrov. Son centre dépasse l'axe central défensif des Verts. Ferreri profite de cette erreur. Il enveloppe le ballon de l'intérieur du pied et le place hors de portée de Castaneda. Au ralenti, on s'aperçoit que Ferreri choisit la seule solution pour battre Castaneda en dosant et en travaillant sa frappe au millimètre. Ferreri sera d'ailleurs l'homme de ce match. Ici, il prend le ballon au milieu de terrain, s'enfonce dans la défense stéphanoise et adresse encore un tir tendu du pied gauche qui passe à côté du but des Verts. Des Verts qui subissent mais qui sont bien près d'égaliser. Le centre de Ferry se perd dans le ciel de Bordeaux. Le ballon retombe plein de neige sur la transversale de Dropsy. Et à la reprise, c'est la tête de Haon qui effleure la lucarne. C'est tout de même Bordeaux qui va se procurer la dernière occasion de cette première période. Passe de Ferreri pour Vujovic. En tête-à-tête avec Castaneda, l'attaquant bordelais tergiverse et gâche cette balle de bref. 1-0 donc au repos. À la reprise, Gag, ne croyez pas que Kouro a repris le match sans short et qu'il s'en est aperçu trop tard. Non, c'est que tout simplement sur un tacle, il a tout arraché, à deux doigts de dévoiler son anatomie intime aux 20 000 spectateurs. Mais revenons au match, avec un contre mené par Farjon Ferreri, la reprise de l'avant-centre bordelais est contrée par El Hadaoui. En fin de rencontre, ce sont les Verts qui vont prendre l'initiative, à l'exemple de ce tir de Haon repoussé d'abord par Dropsy, puis par Zoran Vujovic. À l'exemple aussi de ce centre de Kouro qui va prendre à revers toute la défense girondine. Des Girondins qui remportent ce match, mais qui ont bien des motifs d'inquiétude. Bordeaux souffre énormément sur le plan physique. Il est incontestable que cette équipe de Bordeaux a besoin de souffler, de se reposer. Mais je dois dire que nous avons bien négocié cet handicap. Ce but de Kurbos, c'était le plus beau but de la semaine. C'était également des ennuis supplémentaires pour Gérard Houllier et le PSG. Cette semaine, 3 jours au vert, c'est une grande première. On a brouillé les pistes. Tous les journalistes se sont fait piéger, sauf un, paraît-il. Et ce monsieur, c'est évidemment le tenace Christian Vella.
Jeudi 11h, le PSG lève le camp, destination inconnue. Le Paris Saint-Germain a mal dans sa peau d'équipe championne. Il veut changer d'air, changer de mœurs, changer de vie. Et à Saint-Germain, il ne reste plus que l'image un peu floue de quelques mannequins qui se souviennent peut-être qu'un jour, ils furent rois. Ce matin, le camp des loges est désert. Tout à l'heure, les joueurs du PSG sont partis vers une destination tenue secrète, histoire de rompre avec des habitudes qui ne leur réussissent plus. Pour eux, il est temps de réagir et c'est la solution que l'on a trouvée pour chercher un remède au mal du Paris Saint-Germain. Une façon comme une autre d'agir sans vouloir tout révolutionner. Mais il n'en reste pas moins qu'une fois de plus, c'est l'entraîneur qui est la cible de toutes les critiques et qui est le plus exposé au bouleversement. Autour de l'équipe parisienne, c'est le mur du silence. Le président Borelli se terre. Il ne sourit plus que sur des affiches qui ont pris un sacré coup de vieux. Les joueurs se taisent, c'est la consigne. Et l'entraîneur qui était sur la sellette a proposé dès lundi son plan de sauvetage. J'ai proposé au président Borelli et au comité de gestion qu'il y ait un rapprochement, une meilleure collaboration technique, en particulier avec Eric Monbaert, que j'ai fait venir et qui travaille au centre de formation. C'est une bonne chose lorsque ça ne va pas bien d'avoir des échanges et des points de vue très proches et peut-être encore plus fermes sur l'équipe dont on a la charge. Et quel sera votre rôle exactement aujourd'hui? D'être tout à fait exactement le même, l'entraîneur, le patron. La seule différence, c'est que la collaboration avec Eric Monbarat sera plus étroite, plus permanente, et que sa présence sur le terrain sera également permanente. Gérard Houllier reste l'entraîneur général du Paris Saint-Germain. Dans le cadre de son plan de redressement, il a demandé à ce que Eric Monbaert, qui était déjà son collaborateur, travaille plus près de lui. Voilà. Mais le patron, c'est Gérard Houllier. Et on m'a missionné, en quelque sorte, d'être le patron du renouveau. On a parlé de vous pour la direction technique nationale. C'était à la fois malvenu et complètement hors sujet. Vous avez confiance? J'ai une entière confiance en moi et je suis persuadé qu'on sortira de là. Sincèrement, dites-nous, Gérard Houllier, aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre. Est-ce que vous ne regrettez pas d'être venu au PSG? Pas du tout. Au contraire, si c'était à refaire, je refais demain. Et je dois dire que c'est ce que je vous ai dit en début d'interview. Je vis les choses avec autant de passion et autant de punch. Vendredi matin, après un méchange de pistes dont je vous épargnerai le détail, on arrive à localiser l'équipe du PSG. Elle s'entraîne sur un petit terrain entre bois et boulevard. Notre caméra fouille la verdure, les joueurs du PSG sont bien là, sur la pelouse du stade Lefebvre. Sur le terrain, côte à côte, Houllier et Monbaert. Entre eux, c'est bien l'entente cordiale. Melan arrive à l'hôtel du quart des joueurs après l'entraînement. Et moi j'étais sûr de vous retrouver, On a fini notre boulot, on va repartir, vous allez être tranquille. On a besoin d'être tranquille. Voilà, c'est donc ici, à l'hôtel Mercure de Melan, que le Paris Saint-Germain s'est mis au vert. Nous les avons découverts, ils ne sont pas contents. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Et tant mieux, merci Christian pour les téléspectateurs de Téléfoot. Donc le duo Monbaert-Houllier, c'était hier soir au Parc des Princes. On va voir tout ça, c'est pas vraiment bien passé. Enfin le Parc des Princes c'est sur la droite par rapport à Cognac G, on y va. 8000 spectateurs seulement pour un PSG Metz. Finalement, il ne reste plus que les fidèles. Comme on s'y attendait, un début de match assez crispé des joueurs parisiens et Metz en profite avec Carmelo Michiche, puis Jean-Louis Zanon et Paris s'en tire plutôt bien puisqu'à la réception de ce centre, il y avait 2 joueurs messins pour un Parisien. Un début de match assez équilibré, mais à la 19e minute, catastrophe. Coup franc de Zanon, tête et but du jeune Philippe Guello, un espoir du club messin, un de plus, me direz-vous. Évidemment, quand le moral est déjà aussi bas, côté PSG, c'est le genre de but qui fait très mal. Mais enfin, on se serre les coudes, on accélère, il y a quelques occasions, comme ici, Souzic devant Michel Hétor, et à la suite du corner qui va suivre, encore une superbe occasion pour le PSG. Vous allez voir, on se demande comment ce ballon ne termine pas au fond des filets. Mais tout s'enchaîne quand ça va mal. C'est bien connu.
Évidemment, Metz a bien plus d'espace maintenant, mais le PSG continue toujours sur corner, une tête, mais une autre tête d'un joueur messin qui sauve sur la ligne. C'est la loi des séries, je vous l'ai dit, et une bonne tentative de Reynaud. Coup franc de Zanon. On approche de la fin de cette première mi-temps et là la défense parisienne va mal jouer le coup, elle va remonter et vous allez voir Bernard Zégnier qui part bien de derrière, qui aurait sans doute dû tenter sa chance directement de la tête car ensuite Batz est très bien sorti. À 2-0 évidemment, le match en était terminé, mais à 1-0 à la mi-temps on peut toujours espérer. Le problème c'est que 5 minutes plus tard, profitant toujours des espaces, eh bien Oubo Kiri dit Ricky déborde Zajakovski et regardez, Batz détourne bien, mais toujours problème de la réussite dans les pieds de Bernard Zégnier. Il y a des soirs comme cela. On retrouve Gérard Houllier au micro de Christian Bella. Ce soir, quel est l'avenir de Gérard Houllier? Poser une question à quelqu'un qui n'en décide pas. Moi, je suis un exécutant. Je crois que c'est une question à poser aux dirigeants. De toute façon, nous faisons bloc pour une situation qui est désespérée. L'objectif, c'est peut-être de penser à autre chose, mais si cela est évoqué ou si la décision a été prise, eh bien, vous savez, comme je vous dis, je me plierai un petit peu à leur désir. Oui, mais les dirigeants parisiens n'ont pas voulu s'exprimer à ce sujet, à l'image de Francis Borelli, qui a le masque et qui est sans doute un président très malheureux ce soir. On sait à quel point il aime son PSG. On va passer maintenant à notre page publicitaire qu'on accueille toujours avec plaisir au milieu de Téléfoot. Rodier homme, c'est comme ça qu'on les aime. Il a misé 1 million sur le noir, le rouge est sorti. Il a épousé une créature de rêve, sa vie conjugale est un cauchemar. Il a acheté un cheval de course qui n'a jamais gagné. Mais il a une Golf. On ne peut tout de même pas se tromper tout le temps. Gillette Contour Plus, avec la plaquette lubrifiante Lubrastrip. Contour Plus fait glisser le rasoir pour plus de douceur pendant le rasage et plus de douceur après. Le système Gillette Contour Plus. La précision, la douceur en plus. Quand on veut mieux que des sourires, acheter ce qui nous manque, des lavages à la carte, un plan de quartier si on se perd, des gants jetables pour ne pas se salir, on va chez BP. Entre la chaleur de l'accueil et le petit coin pour faire boire le chien, chez BP on en fait beaucoup plus pour vous revoir. BP, s'il y avait mieux, ça se saurait. Aujourd'hui, on entend souvent que tous les bons téléviseurs se ressemblent. Nous aussi, chez Océanique, nous avons la stéréo. Des coins carrés, des couleurs superbes. Nous sommes même compatibles avec les câbles et le satellite. Mais franchement, la différence est ailleurs. Sur un Océanique, ce qui rend les films plus beaux, le spectacle plus total, c'est un océan d'images. Océanique, c'est quand même autre chose. Allez, viens, Delphine. Gagnez plus, vous aussi, avec le grand sondage Livret A Écureuil. Plus d'1 million de francs en jeu, plus de 1000 prix à gagner. Rendez-vous dans votre magazine télé ou chez l'Écureuil, l'ami financier. Au-delà des limites, aux frontières du vertige et de l'ivresse, Ushuaïa, le magazine de l'extrême. Avec
Nicolas Hulot dans l'univers des sensations fortes et sur la une. Retour à Téléfoot avec la suite de la 16e journée du championnat de France de première division. Tous les buts avec Philippe Huy. Toulouse-Auxerre et un petit carton jaune pour chacun des internationaux bourguignons, mais à part ça, pas grand-chose. Les deux équipes sont ravies avec un match nul qui les arrange toutes les deux. Montpellier-Nice avec deux cartons rouges, un pour Baes, un pour Ricor, avec un premier but super litigieux, tir de Loré sur la transversale, tête de blanc, la balle qui roule sur la ligne avant de ressortir. Difficile de savoir si ce ballon est rentré. Les Niçois protestent, mais M. Femenia accorde le but. En revanche, pas de contestation sur le deuxième marqué juste après la mi-temps, centre de Pérez. La frappe de Bernardet ne laisse aucune chance à Amitrano. Les Niçois vont réduire la marque à la 51e minute. Kurbos se promène au milieu de la défense montpelliéraine avant de glisser la balle à Marco Elsner. Rust est battu 2-1, mais l'espoir des Niçois sera de courte durée. 58e minute, coup franc de Bernardet repris à bout portant par Roger Mila. Score final 4-1. Cuben réussissant le dernier but alors qu'il est rentré quelques secondes plus tôt. C'est le premier ballon qu'il touche. Montpellier toujours intraitable à la motion. Le Havre lance un match entre mal classés et une bonne opération pour les Lensois qui l'emportent à l'extérieur sur ce corner de Tobolik. Première tête de Lagrange, deuxième de De Wilder, c'est la bonne. 1-0 pour les Lensois. Cannes Matra Racing, là aussi deux expulsés, Debru et Francescoli. Premier but pour Cannes marqué dès la 13e minute. Centre de Polagnoc repoussé par Olmeta, mais dans les pieds d'Albert Raymond, ça ne pardonne pas. À noter qu'Arthur Georges a fait sortir Fernandez et Ben Mabrouk dès la 25e minute. Curieux, mais égalisation tout de même par Bucher sur pénalty. 69e minute, corner pour Cannes. Tout le monde passe au travers, sauf Guy Lacombe. 2-1 pour les Cannois. Et super coup franc d'Albert Raymond, le seul à avoir réussi un doublé hier. 3-1 donc pour Cannes. Toulon-Brest, rien en première mi-temps, mais 3 buts en deuxième. Le premier sur ce coup franc de Pardo, repris de la tête par Joël Henry. Le deuxième sur une mauvaise passe de Goudet, intercepté par Bénédé, qui n'a plus qu'à tromper Chalery. 2-0. 3 buts donc, les 3 pour Toulon. Le troisième à la suite de cette longue chevauchée de Jean-Louis Béringuet. Petit centre en retrait pour Dominguez. 3-0 pour Toulon. Lille-Laval, 0-0. Là aussi un petit match avec très peu d'occasions. Et à l'arrivée, un résultat nul qui arrange bien les affaires des joueurs de Michel Lemilinaire. Et puis pour finir, Niort-Marseille, dur pour les Marseillais qui ont joué 48 heures plus tôt en Coupe d'Europe et qui vont encaisser un but. Ce sera le seul du match après 6 minutes de jeu. Un superbe travail de Bourdonc qui efface un Olympien avant de placer un bon tir du gauche qui ne laisse aucune chance à Belle. 1-0 pour Niort qui n'en finit pas de surprendre. Au classement, Monaco a toujours 3 points d'avance sur Bordeaux. Nantes est maintenant 3e à 5 points. Metz, Niort, Cannes et le Matra Racing sont à 6 points des Monégasques. Dans le bas du classement, les choses commencent à devenir sérieuses à partir surtout de la 15e place. Et cette 15e place, elle est occupée par Nice avec 14 points. Paris Saint-Germain, toujours 13 points, suivent Laval et Lens 12, Le Havre 11 et Brest 10, vivement que Cabanas débarque en Bretagne. Des chiffres inquiétants pour finir, celui du nombre de spectateurs, moins de 100 000. Ça sent l'automne et ça explique peut-être aussi qu'il n'y ait pas eu beaucoup de buts, 20 seulement. Et oui, le froid est tombé. Eh bien, nous en avons terminé avec cette première division. Enfin, pas tout à fait, bien entendu, puisqu'il reste, comme toujours, le but de la semaine. Eh bien, il s'agit du but de Bordeaux. Appréciez la qualité de dribble, tout d'abord de Vjovic. On pense qu'il va dribbler avec le pied droit, mais il aura été sans doute contré. Et c'est avec une pichenette
du pied gauche qu'il réussit à faire la différence. Ensuite, bon débordement classique, fin de centre, ensuite un centre. Regardez maintenant Ferreri qui va arriver sur votre écran. Il glisse, c'est mal parti, mais très intelligemment il va aller sur le côté gauche car déjà sur le coup il y a Farjon. Pas la peine d'être deux sur cette affaire. Ferreri va volontairement sur la gauche, ne quitte pas le ballon des yeux. Tout porte à croire que la défense stéphanoise va pouvoir se dégager, pas du tout. Il a bien anticipé, Ferreri, il sait qu'il a des chances d'obtenir ce ballon. Et là maintenant, ça se complique, il est sans élan. Et regardez, à aucun moment, il ne s'est situé par rapport à Castaneda. Il l'avait sans doute fait avant, il y a aussi une question de feeling. Il est sans élan, une seule solution, la frappe de l'intérieur du pied. À ras de terre, c'est délicat, il faut la monter, cette balle. Ensuite, c'est une question de dosage, vraiment pour pas mal de raisons. C'est un bien joli but que ce but de Bordeaux contre Saint-Etienne. Nous passons maintenant à la page étrangère avec l'Angleterre. Il y a actuellement un joueur en Angleterre, Chris Hemming, qui joue à Stoke City et qui fait beaucoup parler de lui. Pas vraiment pour ses qualités de footballeur, ça viendra peut-être, non, pour toute autre chose. Et c'est Frédéric Jaillant qui va vous expliquer cela, c'est assez original. Dans le centre de l'Angleterre et sous la pluie, entraînement de Stoke City. Cette équipe, dont les buts furent à une époque gardés par Gordon Banks, joue désormais en 2e division. L'un de ses défenseurs s'appelle Chris Hemming, en apparence un footballeur professionnel comme tous les autres. En apparence seulement, Hemming, en effet, porte un stimulateur cardiaque. Haute technologie, moins de 50 grammes, cet appareil qu'on appelle également un pacemaker est destiné à régulariser le rythme cardiaque. Habituellement, il est implanté chez des malades dont le cœur est fatigué. La moyenne d'âge des porteurs est de 75 ans. Chris Hemming, lui, en a 22. Il porte le stimulateur depuis 2 ans. Well, it wasn't picked up until about 2 years ago, but the doctor seems to think it was from when I was born, but it was only picked up 2 years ago. About every 2 or 3 hours my heart misses a beat, so I had the pacemaker put in to regulate my heartbeat, and when I'm running it regulates it more often, so that I'll be able to run longer. Autrement dit, la fréquence du stimulateur est asservie à l'activité musculaire. Composé d'une pile de circuits électroniques et d'une sonde qui transmet au cœur des impulsions électriques, l'appareil est généralement placé dans la poitrine, sous la clavicule. Alfred Hitchcock en portait un quand il réalisa son dernier film. Celui de Leonid Brejnev fit beaucoup parler car il était de fabrication américaine. Mais ni Hitchcock ni Brejnev ne jouaient au football. Dans le cas de Chris Hemming, il y a un risque. Lors d'un choc, la sonde peut se déplacer, voire se briser. Ce risque, il fallait l'éviter au maximum. Where is the pacemaker on your body? It's situated under my arm to stop the risk of any damage. Play just like anybody else. I like to think I'm just like anybody else. Don't shy away from tackles or anything. Tackles, heading? Heading, I love heading the ball. Il peut tout faire et il le fait bien, à tel point que le manager de Stoke City lui prévoit un bel avenir. Et avec ses 42 sélections, Mick Mills sait de quoi il parle. He has everything that a player would want to become a good footballer. All he has to do is put everything together and listen and learn, and then I'm sure within a couple of years you will see Chrissy Hemming's name appearing in the First Division. Tous les 6 mois, Hemming doit se rendre à l'hôpital. L'électronique de l'appareil, prévue pour fonctionner 10 ans, est alors vérifiée. Autre contrainte, plus fréquente celle-là, la curiosité des journalistes. I'm glad that people come to find out what's happened so that other people will understand about my problem and it may help other people as well. When it was very, very secretive, I mean, there was a stage where nobody knew about it, and I think he felt much better when everybody did know. It was something that seemed that it freed his mind, and he's much happier now. Devenir professionnel, Hemming a réalisé son premier rêve. Il en reste un autre, jouer un jour pour l'Angleterre. Ça viendra peut-être, le tout est de savoir si Chris Hemming va pouvoir, comme ça, assez longtemps, mener normalement une vie de footballeur, enfin carrière professionnelle. Alors la question a été posée par Frédéric Jaillant au docteur Alain Ducardonnet, qui est cardiologue, qui est spécialiste de la médecine sportive, qui suit pas mal de joueurs professionnels sur le plan cardiologie, évidemment, et qui est d'ailleurs également médecin du Tour de France. On écoute le doc. Il en reste un autre, jouer un jour pour l'Angleterre. Sur le plan médical, cet espoir est tout à fait possible aujourd'hui.
La maladie cardiaque de Chris Hemming, ce sont des pannes intermittentes, des arrêts intermittents du cœur liés à un problème électrique. La sonde placée dans le cœur et le stimulateur cardiaque, asservi à l'activité même musculaire du sportif, permet de pallier à ces pannes. Et tous les patients qui sont porteurs de stimulateurs cardiaques peuvent mener, grâce à ces stimulateurs asservis à leur activité de tous les jours, une vie strictement normale. Alors pourquoi pas un champion de haut niveau? Et je crois qu'aujourd'hui, Chris Hemming, avec son stimulateur cardiaque, peut mener une activité sportive normale et ne prend pas plus de risques que ses collègues. Bien, tout cela est encourageant. Championnat d'Angleterre, Liverpool l'a emporté à Luton 1-0, mais comme Queen's Park Rangers a gagné à domicile, pas de changement au classement. Pas de championnat en RFA car il y avait le deuxième tour de la Coupe et une surprise colossale. Le FC Cologne, leader du championnat, a été éliminé 1-0 par le club amateur d'Ascha Fenbourg. Deuxième division à présent, Sochaux qui caracole en tête de son groupe effectuait un court mais difficile déplacement à Cuiseaux-Louhans. Bernard Renaud était présent. Tout d'abord un petit rappel, au cas où vous l'auriez oublié, Cuiseaux et Louhans se trouvent dans la Bresse, à l'est de la Saône-et-Loire. Ces deux villes ont fusionné en 1970 et donné naissance au CS Cuiseaux-Louhans. Les matchs ont lieu à Louhans. Louhans, environ 6000 habitants dans la ville et 8740 spectateurs dans le stade. Sympa. 18 minutes de jeu, Cuiseaux subit la rencontre. Première alerte, tir de Henry, mais Osmond s'en sort bien. Deuxième alerte, 50 secondes plus tard, Paille. Paille s'enfonce dans la défense de Louhans, rendu perméable par la blessure du libéro Lepodjevic. Faute de Potet, penalty. Penalty transformé par Hadjibedzic. La tornade blanche souffle toujours, Morin sur la droite et l'inévitable monsieur Paille toujours en embuscade. Cuiseaux-Louhans souffle, mais relève la tête. Corner pour les Bressans. Rousset s'en sort bien devant Zem. Mi-temps 1-0, une mi-temps qui a donné des ailes à Cuiseaux-Louhans, mais c'est Sochaux qui est encore le plus dangereux. Morin, tête de paille. Réaction de Cuiseaux, Tournai sur la droite. Mais encore une fois, Rousset s'interpose avec bonheur. 8 minutes à jouer, Morin remonte tout le terrain. Il s'enfonce dans la défense, centre en retrait, tire d'Hadjibedzic, corner. Corner, tête et but de Sylvestre. 2-0, Cuiseaux-Louhans subit sa première défaite à domicile de la saison. René Lelamer, réaliste. Il y a une équipe qui s'est montrée beaucoup plus efficace que nous, surtout dans le domaine de la réalisation. Bon, parce que, bon, vous me direz que le penalty, ça s'est donné un peu à tout le monde de le marquer. Sur un corner aussi, évidemment, ce sont des coups de pied arrêtés. Mais enfin, le résultat n'est là. Ils ont marqué 2 buts. Nous, on se présente quand même 3 fois, voire 4 fois devant le gardien pendant tout le match et on ne la met pas dedans. Donc l'équipe efficace a gagné. Ça, je crois que c'est clair à tout point de vue. Il y a longtemps, je n'ai pas vu notre équipe aussi motivée. Probablement après Lyon, c'est notre match où l'équipe a été le plus motivée et désireuse de gagner ce match-là. Je pense qu'à partir de là, où l'équipe a cette motivation, ce désir de gagner, rien ne peut nous empêcher de faire, je ne vais pas dire promenade, c'est beaucoup dire, mais de faire un match presque parfait. Les autres résultats dans le groupe A, 4 victoires à l'extérieur, 2 surprises, la victoire de Bastia à Gueugnon et surtout le gros score de Monceau à Châtellerault, 4-0. Sochaux toujours en tête avec 4 points d'avance sur Lyon. Dans le groupe B, une seule victoire à l'extérieur, celle de Caen à Saint-Dizier. Première défaite de la saison pour Strasbourg à La Roche-sur-Yon. Strasbourg qui conserve malgré tout la tête du classement, mais Caen revient à 2 points. Didier Six est en Turquie, ça y est, il a signé avec Galatasaray. Marianne Mako est sur place, elle nous ramènera un sujet pour le prochain téléfoot. Mais nous avons eu il y a quelques heures de cela, en fin de matinée, Didier Six par téléphone qu'on appelle désormais Dündar Six. Écoutez la petite conversation. Didier Six, bonjour. Alors, je sais que ça vous agace profondément, mais on va quand même parler de votre naturalisation. Pourquoi être naturalisé turc? C'est une simple raison, c'est que d'autres joueurs, il y a deux joueurs étrangers dans le club. Oui. Et pour la naturalisation de ces 2 joueurs, ça menait beaucoup de temps.
Le club m'a demandé de passer par une c'est pas une naturalisation, c'est une assimilation. Oui. Comme on fait dans beaucoup de clubs, comme on fait en général dans des clubs qui veulent un troisième étranger, on le fait couramment en Belgique ou en Allemagne. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait 10. Ça fait 10. Comment vous l'expliquez alors ce tour du monde des clubs, ce tour d'Europe des clubs? Comment vous arrivez à expliquer ça? Je pense qu'on a chacun le droit de vivre comme on l'entend. Moi, je pouvais rester en Allemagne. J'avais 2 propositions de l'Allemagne, de club de première division. Oui. J'ai préféré aller là-bas parce que Derval est venu, il a su me convaincre et c'est une nouvelle expérience qui était à tenter. Je pense que jusque maintenant, les expériences que j'ai pu tenter, je les ai pas trop mal réussies. J'ai assez bien représenté le football français. J'ai été un bon ambassadeur du football français jusque maintenant dans les pays où j'ai pu passer. Pourquoi pas ici? Galatasaray, pour les non-spécialistes, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'une petite retraite en quelque sorte. Quel est le niveau de cette équipe? Le niveau se situera à peu près aux alentours du 8e, peut-être 10e, entre le 8e et 10e du championnat de France de première division. Alors là-bas, on vous appelle Dündar 6. Non, c'est un nom qu'il y a sur l'assimilation. C'est comme si j'allais jouer en Russie. Le nom ne serait pas pareil. Et le X, par exemple, n'existe pas en Turquie. Alors donc, ils ont remplacé ça par un Z. Voilà, alors cet après-midi en Turquie, il y a un match au sommet à Istanbul. Galatasaray, Fenerbahçe, mais Didier Six n'est pas encore qualifié. Ça s'est joué sur 24 heures, 48 heures. Et donc, il disputera le match la semaine suivante, c'est-à-dire dimanche prochain. Pour terminer, un petit quelque chose qui va peut-être donner certaines idées aux entraîneurs. C'est vrai que dans le football d'aujourd'hui, de plus en plus souvent, tout se joue sur les coups de pied arrêtés. Alors, vous savez, il y avait les fameux coups francs à 3 qu'avait lancé Tottenham. Je te la passe, quelqu'un d'autre la bloque, un autre le tire, il y a le coup franc en cloche, bim, par-dessus. Là, ça date de 70, vous avez peut-être oublié. Regardez. Regardez bien ce coup franc tiré par Pelé contre la Roumanie en 70. Évidemment, on peut se dire dans un premier temps que certains Roumains ne sont pas très courageux. Erreur, erreur. Allez, regardez-le une 3e fois, vous allez peut-être comprendre. Explication. C'était une phase de jeu que nous avons travaillé souvent à l'entraînement, dans les divers stages de préparation avant la Coupe du Monde 70. Nous avions Rivellino qui savait donner une trajectoire courbe au ballon et ainsi contourner le mur. Il y avait aussi Gerson. Mais Jairzinho allait parfois se placer dans le mur. Jairzinho ou Tostão. Le gardien adverse pensait que Gerson ou Rivellino allaient essayer de contourner le mur. Et moi j'arrivais et je frappais fort en plein sur Jairzinho. Donc, finalement, quand Jairzinho ou Tostão se trouvent dans le mur, c'est Pelé qui prend les commandes. La suite, vous la devinez. Et oui, Jairzinho se retirait au dernier moment, ou Tostão, et le gardien adverse était surpris. Il n'avait aucune chance. Regardez bien la position des joueurs au moment du tir de Pelé. Donc Jairzinho, ici sur la gauche en jaune, se baisse au tout dernier moment. Cela va être très net. Finalement, il faut d'une part que le tireur soit très précis, d'autre part que le joueur qui se trouve dans le mur ait le bon timing. S'il est gêné ou s'il part trop tard, tout est raté. C'est un coup franc qui peut donner des idées à certains de nos entraîneurs. Mais si je peux me permettre de donner un conseil à celui qui jouera le mauvais rôle de l'histoire, eh bien qu'il porte une coquille, au moins aux entraînements, c'est plus sûr. Voilà, je vous laisse apprécier le côté technique de ce coup franc et le côté technique de notre banc-titreur, qui a également réalisé un travail de précision extraordinaire puisqu'il a peint les joueurs à chaque image. Les professionnels apprécieront. Bravo Paul, c'était super. Bravo Pelé et Jairzinho, c'était pas mal non plus. Pelé, goal. Pelé, goal. Ceux qui lisent sport savent, ceux qui ne lisent pas sport ne savent pas et vont savoir maintenant qu'il y aura à partir de la semaine prochaine un jeu sport téléfoot. Vous pouvez gagner des places, il faut découper le petit bon, enfin bon c'est assez compliqué. Le mode d'emploi avec Alain Join, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Nouveau jeu TF1, le sport. 5 ballons urnes, la France divisée en 5 régions, Paris-Centre, Nord, Ouest, Sud, Est. Découpez le bulletin de vote dans le journal Le Sport. Vous pouvez aussi le demander gratuitement. Tous les dimanches, dans Téléfoot 1, tirage au sort des 5 bulletins réponses. Prix, un abonnement d'1 an à l'un des 56 clubs de votre choix et un abonnement d'1 an au journal Le Sport. Bonne chance.
Donc à partir de la semaine prochaine dans Sport et dans Téléfoot. Rapidement la grille du loto et puis je crois qu'on va voir Thierry la possibilité de présenter 2-3 livres. Il y en a un qui attend depuis 3 semaines et chaque fois il part il n'a pas de chance. Alors on signale juste qu'il y a quand même que pour le loto grille numéro 49. C'est pas simple. Bon, c'est pas simple, hein, il y a 4 victoires à l'extérieur et pas forcément... je crois qu'il faudrait d'urgence passer à 13 à ce jeu-là. Oui, c'est ce qui se fait en Italie. Oui, je crois que parce que sinon il risque d'y avoir des petits problèmes au loto sportif. Faut voir. On lance le générique Solange à partir de 53 minutes, faut rendre à l'heure et Thierry, on y va. Alors voilà, un livre Solange qui est très attendu et par vous et par tous ceux qui aiment le football, c'est le classique de Jacques Thibert, il en est déjà à sa 15e édition, et oui, c'est l'année du football avec Ferreri en couverture qui vient de sortir, bravo mon petit Jaco. C'est encore une très belle pièce. Et puis un autre livre tout à fait différent, celui-là. Le fameux. Il s'appelle L'Arbitre. Alors, dans ce livre, il y a tous les règlements. Et on s'est aperçu que sur les stades, il y a beaucoup de personnes qui ignorent les règlements. Et là-dedans, vous avez tout en rouge et en noir. Vous avez des petites colles. Vous pourrez vous amuser à coller vos voisins. C'est superbe, on peut se le procurer à la Ligue du Nord de football. Et enfin, un journal qui paraît dans 75 départements français, qui s'appelle Telex Foot. C'est un officiel du football dans notre pays. Il va même paraître, paraît-il, à La Réunion. 75 départements plus La Réunion. Bon vent à Telex Foot. Là, on peut envoyer le générique. Je signale que pour l'arbitre, on disait sur les stades, il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas savoir. Je suis sûr qu'il y a même des joueurs et il y a même des journalistes dont nous faisons une partie, parce que c'est vrai. C'est une... La préface est de Vautreau. Ah, de Michel Vautreau. Oui, absolument. Je vous signale aussi que la semaine prochaine, en levée de rideau du match de Marseille au stade de Vélodrome, Marseille-Toulouse, il y aura une équipe d'artistes, enfin un très joli levée de rideau, paraît-il. Journaliste presse écrite. Journaliste presse écrite contre artiste ancien joueur de l'OM. Artiste, ancien joueur de l'OM. C'en est terminé de ce Téléfoot. Tout est clair. On rentre dans les temps. Sport dimanche soir. Ce soir, normal, sinon ce sera sport dimanche matin, etc. Voilà Thierry, bon bah à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine Didier, bonne semaine. Soigne le rhume.